Vous pourriez y aller, Rav. Allez-y. Bon, c'est bon. Hein, si ça ne marche pas, tant pis. Hein, ça sera encore une chose que je dois apprendre, comment quitter donc la petite fenêtre et être au milieu de l'écran, quoi. Ça ne doit pas être sorcier, mais d'après vous, comment est-ce qu'on fait là? Valency, vous devez savoir, vous, non? Monsieur Valency, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a une Je fenêtre? suis un peu comme GG, je vois pas votre écran, mais j'imagine c'est pas une question qui a encore la pop-up qui dit que l'enregistrement est en cours. C'est pas ça qui vous embête comme d'habitude. Et bon, écoutez, on vient de passer donc Rosh Hashanah, c'est le mois du Rabbi, hein, c'est Istalkou du Rabbi Rayat, mais pour nous c'est le Rabbi, c'est notre Rabbi à nous. Et donc c'est le compte à rebours, on peut dire, jusqu'à Yushvat, où on prend sur soi d'abord d'étudier les Mahamarim qu'il nous a laissés, les commentaires, les 2 Mahamarim qu'il a rajoutés sur celui du Rayat. Donc c'est une lien de Hit Et dans ce lien de Hit je vais rapporter un mot. Ah, voilà. Ok. Je suis en train de vous dire que dans la paracha cette semaine, en rapport avec c'est, on va dire, le Rabbi. Le Rabbi, c'est la Chita Trabad. Qu'est-ce que c'est que la Chita Trabad? On recherche qu'est-ce que la Chita Trabad a apporté au monde. Depuis le Baal Shem Tov jusqu'au Rabbi, en particulier avec le rajout du Admor Azaken. Regardons donc la paracha nous dit la chose suivante. A Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce Chodesh-là, c'est Rosh Chodashim. Vous connaissez le premier Rashi du Chumash. Amar Bitzrak, Lo yatzarech leatril et Torah ela mechodesh hazeh. Cette paracha de Bo, dans laquelle on nous rapporte la mitzvah de Rosh Chodesh. Il faut que le Kal Israël proclame Rosh Chodesh. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh, le premier jour du mois. Et bien sûr, avec les conséquences halachiques, à savoir la date des fêtes. C'est fondamental de connaître la date des fêtes. Donc, il faut décider si aujourd'hui c'est Rosh Chodesh ou c'est demain Rosh Chodesh. De manière générale, est-ce que c'est le 30e jour après le Rosh Chodesh précédent ou le 31e jour après le Chodesh précédent? C'est fondamental pour savoir les dates. Eh bien, Amar Rabbi Yitzhak nous rapporte Rashi, la Torah aurait dû commencer par cette mitzvah. Seulement, à cause de... Tout le monde connaît donc le fameux premier Rashi, Matam Patar Bereshit Mishum Koach Maasa Begidlamu. Parce qu'il est marqué que Akash Baruch Hu, il est montré à son peuple, au clan d'Israël, et par son peuple, bien sûr, proclamé aux nations. Hein, c'est tellement contesté, est-ce que la terre d'Israël appartient aux Juifs et tout, mais il n'y a qu'à regarder Rashi. Dieu a décidé de commencer la Torah par Bereshit Bara, la création du monde, pour que l'on soit, nous, le clan d'Israël, convaincus que Mishum Koach Maasa Begidlamu la Tetlaem Nachalat Goyim. Voilà. Et si ce n'est cette raison, la Torah aurait dû commencer par la mitzvah de Rosh Chodesh. À Chodesh avait Rosh Chodashim. Donc, il faut bien intégrer la question. La Torah a décidé que la première mitzvah de la Torah aurait dû être, le premier sipour, le premier mot de la Torah aurait dû être à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Seulement pour des raisons annexes, on va dire, fondamentales mais annexes, à savoir que l'on soit bien convaincu, nous, le clan Israël, ainsi que les nations, que nous soyons bien convaincus que Eretz Israël appartient au clan Israël, au peuple juif, Am Echad, un Karka Echad, Eretz Achat, un seul Dieu, un seul peuple, un seul pays. Tout ça, c'est la même chose. Pour cela, la Torah a commencé par Bereshit. Mais sinon, la première mitzvah aurait dû être à Chodesh Hazeh Lachem. Alors la question se pose. Le commentateur demande, le rabbi pose la question. Qu'y a-t-il de particulier, qu'y a-t-il de miyuchad dans cette mitzvah de Rosh Chodesh pour quel est l'honneur, quel est le srout, quel est le mérite d'être la première qui aurait dû être écrite dans la Torah? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? La réponse qui est amenée par le rabbi là-dessus, c'est le fondement de toute la Chita Trabad. On sait que le Midrash nous dit
Kavanat HaKadosh Baruch Hu, l'intention d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il a créé le monde, Shenit Ave HaKadosh Baruch Hu liot dira batatoni. Dieu a eu une tava, a eu une envie, et sur une envie, on ne pose pas de questions. Comme ça, il a une envie de faire un monde ici-bas. Nit Ave, il a une tava, une grande, grande envie de faire que quoi? Une dira batartonim. Qu'est-ce que ça veut dire, dira batartonim? Ça veut dire que habiller la kdushat divine, habiller la pureté divine dans des choses matérielles. Nous, ça nous dépasse complètement que Baruch Hu ait pu avoir une tava là-dessus, mais il a voulu que quoi? Que par l'effort de l'homme, par les mitzvot, par la Torah, ils viennent s'habiller dans des choses matérielles. C'est vrai que ça nous dépasse, hein, c'est une tava pareille, quelque chose qui est éminemment spirituel, qui est infini, d'infini, 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 puis on réfléchit, puis on voit que Dieu est infini. Eh bien, elle a eu une tava que l'infini s'habille dans quelque chose de complètement, on va dire grossier, mais pas forcément grossier, mais matériel, ça veut dire où il est complètement caché, et que par le travail de l'homme, on arrive à dévoiler, on arrive à descendre la doucha divine dans le monde matériel. Ça, c'est la tava d'Hachem. Or, le monde, pas la peine de faire référence à Einstein pour savoir qu'il y a 4 dimensions. Il y a longueur, largeur, hauteur, c'est l'espace. La 4e dimension, c'est le temps. Il nous dit le Midrash que le temps a été créé. Le temps, n'oubliez pas, c'est une création. Il n'y a pas toujours un déroulement, un début, une fin. Non. Ce concept de début et de fin, c'est Dieu qui l'a créé. Il n'y avait pas de temps qui avançait avant la création du monde. Eh bien, le temps, nous dit le Midrash, a été créé avant l'espace. Donc, le temps, c'est la chose matérielle première création divine dans laquelle la kavana de Dieu, l'intention de Dieu dans la création du monde s'exprime. La kavana de Dieu, c'est de s'habiller dans le matériel. Or, la première chose matérielle créée dans ce monde, c'est le temps. Et donc, pour sanctifier le temps, pour amener Dieu dans le temps, il fallait donner une mitzvah qui a rapport avec le temps. Et la mitzvah qui a rapport avec le temps, qui est le type, qui est le symbole du temps, c'est Kiddush HaChodesh. C'est le juif qui déclare que tel jour, c'est le début du mois. Ils ont décidé que tel jour, c'est le début du mois. 10 jours après, ça sera Yom Kippour, le mois de Tishrei. La fête va être déterminée par la décision du Beddin que tel jour est le premier jour du mois. Donc là, on comprend pourquoi aurait dû être la première mitzvah de la Torah, si ce n'est que Dieu voulait nous dire quoi, l'amour, avec toute la paracha de Bereshit, pour nous montrer que le but du juif dans ce monde, c'est d'accomplir la volonté divine. Et c'est quoi la volonté divine? C'est être mamshir kedushat Hashem, descendre la pureté divine, la sainteté divine, la shrina, descend Dieu dans le monde matériel. Et le premier élément du monde matériel, c'est le temps, qui est une création, comme je disais. Et donc, c'est pour ça qu'il fallait commencer par cela. Il fallait commencer par Chodesh, Hazer, Rosh Chodashim. Le juif commence à proclamer Rosh Chodesh, il commence à descendre Dieu dans la première dimension créée par Dieu, à savoir le temps. Ensuite, c'est l'espace, bien sûr, avec toutes les autres mitzvot. C'est un très très beau moussak. J'ai ressenti, quand j'ai fait cette citation, j'ai ressenti la grandeur de cette mitzvah, de comment le juif doit être Mekadesh le temps. Maintenant, on peut rajouter à Derech HaMussar, à Derech HaAvoda, que puisque cette mitzvah-là, c'est la première, c'est un grand, grand encouragement pour que nous, le cas d'Israël, ce temps nous soit cher, très, très cher, très, très précieux. Le temps, il est précieux. Chaque minute compte, chaque jour compte, chaque semaine, chaque mois compte. Tout compte. Il ne faut jamais se dire que bon, aujourd'hui, on n'est pas en l'état, on est fatigué, on n'est pas d'humeur, etc. Et donc, on peut faire moins de mitzvot ou moins de limud Torah. Non. L'homme, il est balabaï du temps. On amène la première dimension créée par Dieu, c'est le temps, et il a donné ce concept-là, cette création-là, matérielle, il a donné dans nos mains. Donc, le juif qui arrive à investir toutes ses forces dans le temps, c'est lui qui fait la volonté d'Hachem la plus proche, la plus grande, la plus valeureuse. Reprendre bien à ça, donc à Derech à Avoda, comprendre le Yoker Azman. Tout le monde vous dit chacun son lachon, chacun sa manière de le dire, mais bien avoir conscience du Yoker Azman, combien le Zman il est cher.
le man il est cher, vous avez des jours de, on va dire, de repos. C'est au contraire pour être menatzel autant pour en profiter, pour pouvoir étudier davantage, ajouter des lacunes de Gemara, des mamarim, des connaissances de la Torah, elle est immense, elle est infinie. Chazorba ve chazorba. C'est ça que la Torah vient nous suggérer en disant Chodesh Azelachem Rosh Chodashim. La première dimension créée par Dieu, la dimension du temps, elle est entre vos mains. Je vous la donne en premier, afin que vous en profitez au maximum. Repassons maintenant à nos halachot, après ces mots de Chizouk. Je pense, il ne faut jamais finir, mais je pense que ça sera la dernier cours que je donne sur Ilchot Moukse. On est revenu pendant plusieurs semaines dans les détails et tout. J'insiste pour que, sans hésitation, celui qui a des sfekot, celui qui a des doutes, qui m'appelle, qui me laisse un message, il aura la réponse, ou en cours, au cours suivant, ou tout simplement directement sur son téléphone. Donc, Baruch Hashem, il y a des gens qui ne se dérangent, qui ne se gênent pas de m'appeler régulièrement, et ça ne me gêne jamais. Hein. Ça ne me gêne jamais. Donc, on me laisse un message et que je puisse répondre après. Donc, que ce soit clair dans la tête de tout le monde, on a parlé qu'il y a beaucoup de halachot. Donc, c'est des issots qu'il faut bien connaître et qu'on soit des médailles d'ékim bamisot, parce que c'est là encore que Hachem y descend. Hachem, il a décidé de descendre dans la Torah, dans les mitzvot. Donc, quand on fait des mitzvot, des Oraïta, des Rabbanan, de la Torah, de nos sages, il descend dans ce monde, la Shrina descend dans ce monde. Donc, plus l'on connaît avec précision les halachot, plus on est dedans, et bien plus on s'approche de Dieu. Et c'est pour ça que nos Chachamim ont passé de leur temps, hein, l'eau psych, hein, on dit sur Rabat, l'eau psych, ou même Igirsa. Jamais sa bouche n'a arrêté de faire Igirsa, ça veut dire de répéter la Torah et de répéter encore la Torah. Bon, je vais donc vous dire maintenant, j'ai ramassé un petit peu en vrac un certain nombre de halachot. Certaines seront une petite razara, d'autres seront nouvelles. Et donc, j'espère qu'avec ça, vous aurez donc un jus d'ensemble de tous les problèmes que nous pose Moukse. J'avais parlé, entre autres, comment enlever le digne de Moukse de certains objets, d'une pierre, etc. Et je vous ai dit que de manière générale, si on fait un yichud olam, définitif, ça marche dans tous les cas, tous les coups. Donc, le cas pratique, c'est une matbea. Vous avez une pièce qui vous plaît, une pièce de 2 euros, les dernières sont très jolies. Quelqu'un voudrait utiliser une pièce de 2 euros comme pendentif ou comme décoratif, etc. Dès l'instant qu'il la réserve définitivement pour l'usage qu'il va en faire, il enlève le digne de Moukse. Un autre cas aussi, vous savez que il y a des produits décapants que l'on trouve parfois dans les mikvaot, hein, de pétrole, de l'essence, des choses comme ça, toutes sortes de produits qui permettent d'enlever quelquefois le vernis. Il y a des femmes qui oublient quelquefois d'enlever leur vernis quand elles vont au mikvé. Ce sont des choses, de l'essence c'est fait pour brûler, donc c'est moucté, c'est évident. Eh bien, le fait de garder un petit flacon comme ça de ces produits-là, tout inflammable qu'il soit, dans la mesure où on la met au mikvé dans l'intention qu'il nous serve pour précisément démaquiller, enlever le vernis, eh bien, on l'a réservé à cela, c'est une réservation définitive, c'est un yichud olam, donc si on peut mousser. C'est intéressant de voir de l'essence qui est plus moussée parce que je l'ai réservé pour nettoyer les ongles et enlever les produits. Voilà encore un exemple. Pour finir ce lien de yichud, je vous avais dit que pour enlever le digne de moussé d'un moussé, ça va dépendre d'un morceau de bois, d'une pierre, etc. Ça va dépendre si c'est le derer, si c'est l'habitude de réserver ce mouktsé pour l'usage que je vais choisir. J'avais apporté l'exemple qu'une pierre, une belle pierre, un beau silex et tout, beaucoup de gens le mettent de côté pour casser des noix, comme casse-noix. Donc, dès l'instant que vous le prenez, vous l'avez ou bien utilisé avant Shabbat, comme casse-noix, chimouche, une fois, ou bien vous l'avez, sans l'avoir utilisé, vous l'avez réservé, ne serait-ce pour un Shabbat, comme c'est le derer, utiliser une telle pierre, là, ça marche. Si maintenant, cette même pierre, vous voulez l'utiliser, comme je vous ai apporté l'exemple d'un bloc-porte, vous voulez que la porte ne se referme pas automatiquement, vous voulez la bloquer. Alors, dire qu'on a l'habitude de mettre une pierre pour bloquer une porte, c'est moins le derer qu'une pierre pour casser une noix, en général. Donc là, il faudra faire un yichud olam. Il faudra que cette pierre, vous décidiez avant
avant Shabbat, puis voilà, c'est la pierre qui est réservée pour bloquer la porte. Et là, vous enlevez le din de Mouxé. Voilà, c'est très rapidement, donc je répète ces yesodot-là, et c'est à vous de trouver des exemples dans votre vie, que vous souhaitez enlever un din de Mouxé d'un objet, voilà comment il faut procéder. Alors, donc, comme je disais, si c'est le derer, c'est ou bien l'utiliser une seule fois, ou bien le réserver pour un Shabbat seulement. Si ce n'est pas le derer, c'est une réservation définitive. Et le fait de l'utiliser une fois comme bloc-pot, ça ne suffit pas, parce que ce n'est pas le derer. Voilà. Je reviens sur un cas, bon, en espérant que ça n'arrive pas, mais bon, malheureusement, on a eu des cas où c'est arrivé, c'est le déplacer une personne 1 mètre, quoi. Malheureusement, on a eu beaucoup d'événements comme cela. Alors, j'ai eu l'occasion de vous dire que les Tzorech Hametz, s'il est dans un endroit où il peut s'abîmer plus rapidement, c'est Shabbat, il est parti Shabbat. Les Tzorech Hametz, on a le droit de mettre un kikar, un morceau de pain sur lui et le déplacer. Voilà. Par contre, si on doit le déplacer, comme c'est arrivé une fois, il y a eu un massé comme ça à New York, au Seven, c'est une personne qui décède dans une choule, par exemple, ou dans une maison, et puis il y a des kohanim. Alors on voudrait enlever le maître comme ça, le mettre dans une autre maison fermée, pour protéger les kohanim de la touma, de l'impureté. Vous savez qu'un kohen ne peut pas être dans la même maison qu'un cadavre, qu'une personne qui est niftéret. Eh bien, la solution n'est pas de mettre un kikar octinox, c'est marqué, un morceau de pain pour le déplacer. Le morceau de pain pour le déplacer, c'est pour les tzorech hamet, pour pas qu'il s'abîme. Mais pour éviter une touma, on ne permet pas de cette manière. La manière la plus acceptée, disons, c'est aller des goyim. Donc on demande à des goyim de le déplacer, de le mettre dans un endroit où il ne va pas impurifier tous les kohanim qui sont dans. Bon, en souhaitant que ça n'arrive pas, mais bon, il faut quand même enseigner les halakhot. Donc, les tzorech hamet, avec un morceau de pain dessus, on le déplace. Les tzorech hakohanim, aller des goyim. Voilà. Une autre halakha que j'ai eu l'occasion de vous dire, on la répète. Si on a un mouxé dans la main, on n'avait pas le droit de déplacer. Mais on l'a dans la main par hasard, comme ça, on a pris par erreur, ou bien on l'a pris pour une raison permise. Par exemple, un marteau pour casser une noix, et maintenant le marteau, je l'ai dans la main. Une fois que j'ai dans la main pour une raison permise, je voudrais la ranger dans la caisse à outils, c'est moutard. Une fois que j'ai dans la main, ce n'est pas un mouxé très chamour, donc j'ai le droit de mettre dans la caisse à outils. Par contre, si c'est un mouxé qui est plus chamour que ça, je vous ai dit un paquet de riz cru. Par mégarde, vous allez prendre un paquet de riz cru. Une fois que vous l'avez dans la main, vous ne pouvez pas dire je vais le ranger maintenant dans le garde-manger. Non, il faut le lâcher tout de suite. C'est un mouxé plus chamour, et donc il faut lâcher tout de suite. Sachez que ce que je vous dis, il y a des marloquettes. En fait, quelquefois, dans les psakim que je vous donne, je m'engage parfois. Pas toujours, je dis que c'est marloquette, mais je vous dis ce que je pense après réflexion. Comme qu'il faut prendre, parfois, c'est une marloquette entre le Mishabura ou le Chazon Ish et le Admor Hazaken ne se prononce pas. Si le Admor Hazaken se prononce, je le dis. Mais sinon, il peut y avoir une marloquette entre Mishabura et le Chazon Ish. Bon, alors en général, je prends plutôt le psak du Mishnah Bora. Voilà, je vous donne un peu les klalim, les principes qui m'ont animé dans ces psakim que je vous donne. Sachant que malheureusement, pas toujours on a le psak de Admor Zaken. Alors, une halakha qui m'a été demandée, il y avait une dame qui était dans une clinique, elle a obtenu de pouvoir allumer des bougies dans sa pièce. Mais elle avait mis, elle n'avait pas rien trouvé d'autre, elle avait mis donc des bougies de 24 heures. Et ça l'a dérangé pour dormir. Donc là, c'est bien sûr mouxé, c'est bassis la chalévette, comme je dis, c'est un support pour la flamme, donc c'est interdit de la déplacer. La question qui se pose, c'est comment faire pour l'éteindre. S'il n'y a pas piquoart nefesh, c'est interdit. Donc, quoi faire? Elle ne peut pas dormir avec ces lumières. Sachez que les poskim, la Magal Abraham qui dit qu'on peut demander à un non-juif, pour les besoins d'un cholé, on peut demander à un non-juif d'enlever les bougies, pas de les éteindre, de les enlever d'ici. Il fait finalement qu'un issour des rabbanan, c'est déplacé du mouxé, c'est des rabbanan. Et si sur des rabbanan, pour le Magal Abraham, c'est permis pour un cholé.
sachant que il y a de nombreux cas où la halakha permet de faire un Issour des Rabbanan. En général, c'est avec chinouille, avec un chinouille de l'habitude, mais un Issour des Rabbanan pour un cholé chez un sakana, mais quelqu'un qui est quand même à l'hôpital, il est cholé, il est alité, on permet. Bon, si on peut le déplacer, demander déplacer avec un chinouille, bon, c'est mieux, c'est mieux. Mais en tout cas, demander à un non-juif, c'est permis. Voilà. Une autre question qui se pose, c'est le suivant. Si vous avez dans votre pantalon, pour un homme ou pour une femme qui mettrait une petite veste comme ça, et dans la poche, il y a un billet de banque où il y a une pièce, bouctée. Et bien sûr, c'est une pièce qui a été oubliée. C'est important parce que si la personne a laissé cette pièce dans le veston, dans l'intention qu'il y reste tout Shabbat avec Kavana, toute la veste peut devenir bassis. Et donc toute la veste devient mouxée. En fait, pour être plus précis, toute la veste devient mouxée dans un vêtement comme dans les vestes. Vous voyez, dans les vestes, vous avez déjà le tissu et par-dessus, vous avez un deuxième morceau de tissu qui est apposé, qui est collé, qui est cousu. Ce qui fait que la poche, il y a une partie de la veste qui sert de poche. Donc, si on avait l'intention de laisser ces cartes bleues, ces billets là-bas, donc en fait, c'est tout le vêtement qui devient bassiste. Si par contre, c'est une poche, comme c'est souvent le cas dans les pantalons par exemple, c'est une poche indépendante, c'est-à-dire c'est un tissu indépendant qui a été cousu, comme toute la poche est indépendante, c'est seulement la poche qui devient bassiste, mais pas la veste. Vous voyez donc la nuance. Ou c'est un morceau de tissu qui est cousu sur le veston, auquel cas, et qu'on a mis une pièce avec Kavana, tout Shabbat, tout le veston devient mouxé. Si c'est une poche intérieure, poche d'un pantalon, c'est un autre tissu que le pantalon lui-même, c'est que la poche qui devient bassiste. Voilà. Attends, à la ligne, je pars d'un cas où le veston n'est pas devenu bassiste. Pourquoi? Parce que c'est une pièce qui a été oubliée. Question, une pièce oubliée, elle est où dans mon pantalon, dans ma veste? Est-ce que je peux continuer mon repas shabbatique une fois que j'ai senti que la pièce est dans ma poche? Je ne sais pas qu'il n'y a pas un crachage de portée, soit à la maison, ou bien dans des villes israéliennes ou d'autres où il y a un rouve et donc on peut porter. Est-ce que je suis obligé d'enlever la veston, le retourner et secouer que la pièce tombe de la poche, ou bien je peux le garder? Il y a discussion là-dessus, beaucoup permettent. Selon le principe que j'ai évoqué, je pense au chiot précédent, ça s'appelle Tiltul Minatzad d'Etzorer Davar Mutar. C'est un tiltou, c'est un déplacement indirect. Vous ne déplacez pas la pièce pour déplacer la pièce. Vous la déplacez parce que vous avez le veston sur vous, le pantalon sur vous, et donc vous sortez avec le pantalon. Et à gave, en passant, il y a la pièce qui est déplacée. Donc ça s'appelle Tiltul Minatzad. Beaucoup permettent cette chose-là. Bon. Si on peut de manière facile retourner la veste et faire tomber la pièce, à Rezem Meshuva, c'est mieux. Mais il faut savoir que ce n'est pas obligatoire dans la mesure où ça s'appelle un Tiltul Minatzad. Voilà. Donc je reprends, j'espère que c'est clair. Je ne sais pas si j'ai été clair tout à l'heure pour la bougie. Pour la bougie, nous avons dit que pour un malade, bon, bien sûr, le mieux c'est par égoï, mais même un juif pourrait déplacer la bougie, parce que le juif fait un issour des Rabbanan, de déplacer la bougie, et un issour des Rabbanan comme celui-là, on permet pour un malade. Donc en deux mots, si on a oublié une bougie qui dure 24 heures dans la chambre du malade, on pourrait, s'il n'y a pas de femme de ménage, s'il n'y a pas d'infirmière, on pourrait nous-mêmes l'enlever de la pièce afin que le malade puisse dormir. Voilà, que ce soit clair. Maintenant, il y a d'autres types de moukté. Et après ça, je vais entendre vos questions. On passe à la deuxième partie. D'autres types de moukté, comme vous voyez, donc je suis mis à 7, mais pas la machanot. Je réfléchis à tous les cas concrets qui peuvent arriver dans mon fait. Et Baruch Hashem, grâce au shiurim que je vous transmets, il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a beaucoup de gens qui
qui sont interpellés, donc qui me posent des questions. Ça permet donc d'enrichir le shiur. Si vous avez sur votre veston, sur votre vêtement, vous avez des fils parfois. Est-ce que le fil, il est mouxé? Vous avez un fil parfois qui... Donc, si on réfléchit bien, un fil complètement indépendant du vêtement, il est mouxé. Un tubino de fil, on ne peut pas le déplacer. Quelque chose qui sert pour coudre. Et si c'est maintenant un restant de la veste ou du vêtement qui est resté sur le vêtement, il ne sert plus à rien maintenant, donc il est mouxé. Alors sur ce, sachez que beaucoup de poskim permettent d'enlever le fil. Pourquoi? La savara qui est ramenée dans les poskim, c'est que ce fil en question, il est battel par rapport au vêtement. Le vêtement n'étant pas mouxé, et comme il n'a pas d'existence en quelque sorte, il ne sert à rien, c'est un oubli, il se trouve sur la... Il peut avoir une plume, un vêtement en plume d'oie par exemple, la plume ne sert plus à rien. Donc elle est mouxée. Mais, nous dit certains poskim, c'est rapporté comme ça dans Chazonish, que c'est permis parce que le fil, vous l'appelez en question, elle est battelle par rapport au vêtement. Le vêtement n'étant pas mouxé, elle n'est pas mouxée, donc on peut l'enlever. Ce qui est intéressant, voilà, en l'occurrence, l'Admor Hazaken n'est pas d'accord. L'Admor Hazaken est marmir. Il estime que la plume en question, sauf si bien sûr la plume venait d'un coussin de plume, ça parfois, ou d'un duvet quelconque, donc qui a déjà eu une utilisation permise en tant que coussin, c'est devenu un kéli, un chélek, une partie d'un kéli qui est un coussin ou un traversin. Alors, dans cette mesure, le duvet en question n'est pas mouxé. Mais si c'est un duvet qui n'a pas servi encore, comme un fil qui ne sert plus à rien maintenant, une fois qu'on a fini le vêtement, le fil ne sert plus à rien, alors on dit à Morazaken qu'il est mouxé. Donc pour nous, les chassidas, il faut savoir si vous avez une plume, vous avez un... Ça, on n'y pense pas, hein, mais il faut penser, vous avez un fil sur le vêtement, ben, sachez que si vous avez un fil sur le vêtement, pour Admor Zaken, il ne faut pas l'enlever de manière habituelle avec la main, il faut l'enlever avec un chidouille, comme ça, comme on a l'habitude, comme ça, en grattant, en frottant un petit peu avec le coude, etc. Mais l'enlever comme ça avec la main, pour Admor Zaken, c'est assourd, bien que pour d'autres poskim, c'est permis. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, je conclus, donc c'est à la faute là, cette partie-là. Quand vous avez une saleté qui tombe sur votre vêtement, saleté quelconque, un morceau de boue, enfin, qui a éclaboussé, etc. Alors, les poskim aussi disent que la boue n'est pas mouxée, une fois qu'elle est dans le vêtement. Alors, les poskim s'interrogent pourquoi? Pourquoi elle ne serait pas mouxée? C'est de la boue, on n'aurait pas le droit de la ramasser par terre pendant le Shabbat, parce que ça ne sert à rien pendant le Shabbat, c'est mouxé. Alors, il faut revenir sur la svara que j'ai mentionnée tout à l'heure, à savoir que cette boue en question, elle est battelle par rapport au vêtement. Et donc, comme elle est battelle par rapport au vêtement, elle prend le même digne que le vêtement, donc elle n'est pas mouxée. C'est la raison pour laquelle, Shulchan nous dit, ça me permet de faire une chazara sur notre melacha, qu'il faut s'abstenir de, si vous avez une boue qui est séchée sur votre vêtement, il ne faut pas la gratter. Il ne faut pas la gratter parce qu'en la grattant, vous rentrez dans l'interdiction de tochen. Tochen, c'est broyer, moudre. Vous la mettez en farine, c'est interdit. Mais le Shulchan Aruch ne soulève pas, enfin, les postes ne soulèvent pas qu'il y aurait un problème de mouxé. Le problème qui est évoqué, c'est le cause de tochen. Donc, c'est bien une preuve que ce n'est pas mouxé. Alors, il faut dire que la raison, c'est parce que cette saleté donc, qui n'a finalement, qui ne sert à rien, donc théoriquement qui devrait être mouxée, eh bien, elle ne l'est pas, parce que elle est battelle par rapport au vêtement. Voilà. Encore toujours dans le même type de halachot, on a parlé que quand tu as une mouche qui tombe dans votre verre, bon, certains poskim, Mishabora permet de prendre une cuillère, d'enlever la mouche avec du liquide. Admor Hazaken aussi dans son Shulchan Aruch. Mais dans le Sidour, Chazarbo, il change d'avis et il dit que non. Pour enlever la mouche, il faut verser du liquide jusqu'à temps que la mouche tombe. On en a parlé déjà dans une Chod Borer. Maintenant, M'excuse, mais moi, je jette le verre. Imaginons que cette mouche, elle tombe, elle quitte le verre, elle tombe par terre, elle tombe sur la table. Je voudrais l'enlever.
Alors, pour la même raison qu'on a dit avant, ça peut être curieux, mais c'est comme ça. La mouche elle-même qui ne sert à rien, elle est morte ce matin et tout, eh ben, elle n'est pas mouxée, on peut l'enlever. Alors, il faut répondre. Dans certains sfarim, c'est marqué une réponse. Comment ça se fait? Eh bien, tu as la raison que quand elle était dans le liquide, elle était battelle par rapport au liquide. Donc, elle a pris le même, dans Ilchot Mouxé, hein. Au niveau Mouxé, elle a pris le même Agdara, la même définition que le liquide lui-même qui n'était pas mouxé. Donc, il n'est pas mouxé, on a le droit de l'enlever comme ça avec sa main. Voilà. Encore une halakha, et puis j'écoute vos questions. Sachez que nous avons la permission de, quand vous avez un mouxé qui a une certaine valeur, c'est tout, on a dit qu'on ne peut pas la déplacer. Est-ce qu'on pourrait déplacer un objet non mouxé pour le recouvrir? Il y a beaucoup de discussions là-dessus dans la Gemara, mais la conclusion, c'est que oui. On a le droit de protéger un mouxé avec un objet non mouxé. Je ne dis pas que ce sera interdit de déplacer un objet pour les besoins du mouxé que je ne peux pas toucher. Malgré le fait que ce mouxé en question, on va dire un iPhone, quelque chose qui a une grosse valeur, objet qui a une grande valeur, je vais mettre une nappe dessus. Alors on dit, mais puisque cet objet a une grande valeur, je ne peux pas la déplacer, peut-être je pourrais penser que prendre une nappe en couvert serait interdit. Mais non, la réponse est que non, c'est fermé. Dans la mesure où la nappe en question, la couverture, c'est quelque chose qui n'est pas mouxé, je peux recouvrir un objet mouxé que je ne peux pas déplacer. Voilà. Avant de passer à la seconde partie, je vais écouter vos questions. Allez-y. Moi, je disais simplement, Allez-y, Rabim, approchez-vous. que si une mouche tombe dans mon verre, je vide le verre à la poubelle complètement. Si une mouche tombe dans mon verre, je vide le verre complètement à la poubelle. Tout le verre? Ben oui, je ne veux pas boire d'un liquide où il y a une mouche qui a tombé. Ah oui, alors, pas de problème. Là. Si vous ne pouvez pas le voir, vous prenez le verre, vous le jetez dans l'évier, et puis c'est tout, quoi. Mais il y a beaucoup de personnes qui bon, ils jettent la saleté. Bon, peut-être la mouche, ça vous dégoûte spécialement, mais on peut imaginer du liège, une petite saleté comme ça, inoffensive, qu'on peut être amené à enlever. Et c'est pareil, imaginez un peu de liège, un morceau de liège comme ça, tout déchiré, qui vient du bouchon, il est mouxé aussi, ça ne peut rien. C'est-à-dire du bouchon qui tombe Je peux appliquer dans la même le… à savoir qu'il n'est pas mouxé parce qu'il était battel par rapport au liquide. Je fais mon kidouche, il y a du liège du bouchon qui tombe dans le verre de kidouche. Je ne peux pas le retirer. S'il y a quoi, vous dites? Vous savez, des fois, on versait le verre dans le kidouche, le verre de vin, et il y a du bouchon qui vient. Voilà. Vous ne pouvez pas l'enlever. Il faudra, pour Admoazaken, pour l'enlever, il faudra verser du vin jusqu'à ce que le morceau de bouchon s'en aille. D'accord. Sinon, c'est borer. Le morceau de bouchon, il est mélangé avec le vin et vous êtes en train d'être borer. C'est une saleté, vous allez la jeter. Donc, c'est interdit. Autre question? Allô? Non, a priori, il n'y a pas de question. Vous pouvez continuer, je pense. Pas de question? A priori, non. OK. Alors, on continue. La question qui se pose, c'est très intéressant. Vous avez un jardin et aujourd'hui, c'est Shabbat, il y a une grosse pluie. La pluie tombe du ciel. Elle se retrouve dans une grosse bassine lessiveuse. Est-ce qu'on peut utiliser cette eau? Je ne rentre pas dans les problèmes d'hygiène en supposant que c'est de l'eau qui vient directement du ciel, qui est propre, la bassine est parfaitement propre. Vous constatez, d'ailleurs, vous regardez l'eau, elle est limpide. Est-ce que cette eau-là, qui est tombée du ciel Shabbat, est-ce qu'elle est mouxée? En général, mouxée est déterminée à l'entrée de Shabbat. Ben Hashmashot. Et apparemment, elle n'était pas accessible, cette eau. Donc, maintenant qu'elle est devenue accessible parce qu'elle est tombée du ciel, est-ce qu'elle est mouxée ou pas? Bonne question, ça, c'est une question intéressante. De l'eau, on voudrait utiliser de l'eau pour, on va dire même pour laver des kélim. Voilà, on a une terrasse, un pavillon avec une terrasse, il y a de l'eau qui est tombée, on a des ustensiles qui se sont mouillés avec l'eau de pluie. Est-ce que je peux utiliser cette eau de pluie pour faire la vaisselle? La réponse, c'est une Gemara dans Hérouville qui nous dit que l'eau qui tombe du ciel n'est pas mouxée.
Ah voilà, c'est apparemment ce qu'on appelle l'olad, c'est quelque chose qui est tout nouveau, qui n'était pas là à l'entrée de Shabbat. Alors comment quelque chose qui apparaîtrait, on va dire qui est né pendant Shabbat, peut être utilisé et n'est pas considéré comme moussé? La réponse est que l'eau, c'est très intéressant comme concept, l'eau, elle était là finalement, elle était dans les nuages. Peut-être pas accessible, peut-être, mais en tout cas, elle était dans les nuages. Ce n'est pas une apparition nouvelle, totalement nouvelle. Comme elle était accumulée dans les nuages et que finalement l'orage a fait la rencontre de nuages, bon, on ferait des études pour comprendre quelles sont les raisons qui font que la pluie tombe. En tout cas, lorsque la pluie tombe, c'est comme si la pluie était réservée, était gardée dans un grand ballon, et puis qu'on perce le ballon, et puis la pluie tombe. Donc, c'est pas moussé. Par contre, la neige, il y a une grande marloquette dans les possibles. Certains permettent comme l'eau, ils disent, puisque la neige, finalement, c'était dans le ciel, c'était là, c'est de l'eau gelée. Donc, quand ça tombe, c'était là. D'autres disent que non, c'est quand même nolade. Si on veut utiliser l'eau de la fonte de neige, c'est un nolade plus fort. Un nolade, ça veut dire itrachut radasha, c'est une mise à l'existence nouvelle. Et dans la mesure où c'est nouveau, c'est trop nolade, et donc c'est comme voilà, quelque chose qui est plus les massés. Vous avez souvent chez vous, en Israël, bien indispensable, vous avez une climatisation, un masgan. C'est vrai que les masganim, il y a toujours de l'eau qui sort. C'est obligé pour le faire marcher. Et bien l'eau qui en sort, c'est de l'eau qui est mouxée. De l'eau qui est mouxée. Donc une fois vous l'avez recueillie dans un bol et tout, il ne faut pas la toucher. En plus, c'est Mahamad Goufo. Mahamad Goufo, ça veut dire c'est pas comme un keli, un marteau qu'on peut déplacer si on a besoin du makom ou si on a besoin du marteau lui-même. Ça, c'est comme un paquet de riz, donc il ne sert à rien, si on peut dire. C'est nolade et donc c'est mouxé. De même, je suis toujours dans la catégorie des choses qui sont créées pendant Shabbat. Par exemple, si vous avez un feu de cheminée, et puis le bois est complètement consumé maintenant, il reste de la cendre. Donc, cette cendre est devenue cendre pendant Shabbat. À l'entrée de Shabbat, c'est du bois. Eh bien, cette cendre, elle est mouxée. Donc, si vous avez besoin pour couvrir les saletés de cendre, c'est interdit. Il faut attendre après Shabbat pour utiliser votre cendre. Par contre, si c'était de la cendre qui est devenue cendre avant Shabbat, que le bois a été consumé vendredi après-midi pour cuire quelque chose, alors c'est tout à fait différent. Dans la mesure où elle n'était pas nolade, elle n'a pas venu à l'existence pendant Shabbat, ou à l'existence Erev Shabbat, donc on a parfaitement le droit de l'utiliser dans la mesure où on a pensé, on a fait un yichud, on a dit 700, j'en ai besoin pour tel usage. On peut imaginer, on n'a pas tellement l'habitude d'utiliser la cendre, mais on peut trouver un usage à la cendre. Donc les enfants jouent avec, etc. Voilà. Encore toujours dans le sujet de nolade, vous avez tous les restants d'un repas shabbatique qui sont maintenant salis, qu'on ne mange pas, et qu'on a l'habitude de laisser aux chiens. Cette catégorie d'aliments s'appelle nolade aussi. C'est nolade, pourquoi c'est nolade? Parce que c'était quelque chose qui était réservé à l'homme, et maintenant, c'est plutôt réservé aux chiens. On ne mange pas ces restants-là, ces saletés qui restent en fin de repas. Ça s'appelle quand même nolade. Eh bien, sachez que c'est un cas très intéressant, que Shabbat, c'est un nolade que Shabbat permet, mais que Yom Tov interdit. C'est un des cas, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, où Yom Tov est plus rameau, plus grave que Shabbat. Je vous donne un exemple classique qui étonne souvent. Les os de poulet. Les os de poulet, quand vous avez fini de manger, de les grignoter, vous pouvez donner ces os à un chien pendant Shabbat. Vous avez un chien. Pour Yom Tov, c'est interdit. Parce que pendant Yom Tov, comme pendant Shabbat, c'était un mélange d'os avec la viande, donc non réservé aux chiens. Et pendant Shabbat, il prend le statut de nourriture à chien. Donc il y a eu une olada, il y a eu
naissance, en quelque sorte. Et bien, cette naissance-là est permise Shabbat, est interdit Yom Tov. Retenez cette halakha, hein, c'est une halakha qui est ignorée par beaucoup, que les os, en général, les os, je ne parle pas des gros os, l'os à moelle, même les chiens ne mangent pas, hein, ils se cassent la dent dessus. Donc, l'os à moelle, il est mouxé comme mouxé Mohamed Goufo. Mais les os de poulet, non. C'est un très bon repas pour les chiens, donc c'est pas mouxé. C'est pas mouxé, bien que ce soit nolad. Nolad, ça veut dire c'est passé de statut de nourriture d'homme à nourriture de chien. Ça s'appelle nolad. Ce nolad-là, il est permis Shabbat, mais pas Yom Tov. Retenez cette halakha. Maintenant, je vais passer. Bon, peut-être on arrête une seconde. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est clair pour tout le monde? Pas de questions? Rav Zavid, là vous venez de dire au sujet des os ou bien des restes de nourriture que c'est possible de le donner, de le déplacer pour le donner à un chien, mais si on le donne pas à un chien, ce nolad, il n'est pas permis, je suppose. Non. C'est nolad. Donc, théoriquement, c'est une nouvelle naissance. Et nolad, c'est un concept. En fait, c'est Marloket Tanaïm. Rabbi Shimon permet, d'autres interdisent. Donc, il y a des Tanaïm qui interdisent. Rabbi Shimon permet. Il dit nolad, c'est Moutar Shabbat. Alors, pourquoi? En quoi c'est nolad? C'est nolad parce que c'est pas de statut de mangeable par l'homme à mangeable par le chien. Mais si c'est pas du tout mangeable par le chien, du tout. Alors, ça, de toute façon, ça sera mouxé. Mais si c'est mangeable par le chien, même que vous n'avez pas de chien à qui donner, vous avez déjà enlevé le din de mouxé. En potentiel, on peut donner à un chien. On parle bien sûr dans des endroits où il y a des chiens. Hein. Je ne sais pas s'il y a des mokomotos, même les chiens, il n'y en a pas. Mais on parle dans l'immense majorité des endroits dans le monde, il y a des chiens, plus ou moins. Donc, c'est vraiment l'animal qui est le plus répandu. Donc, les os mangeables, pas mangés effectivement, mais mangeables par les chiens, ne sont pas mouxés. Par contre, ces mêmes os mangeables par le chien sont mouxés pendant Yom Tov. C'est ça le point que je voulais apporter. C'est clair? Oui. Voilà. Bon. Autre question? C'est bon, on continue? Ok, voilà. Donc, je suis en train vraiment, comme je vous dis, de brosser les dernières qui nous restent. Un mouxé dont on n'a pas parlé, qui n'est pas un Kéli chez Martolissour, qui n'est pas Mechamat Bouffo, ni Chisaronkis, ni tout ce qu'on a vu, c'est Kéli chez Nishbar. Il arrive fréquemment à la maison qu'on casse quelque chose. Une chaise. Quelqu'un s'assoit sur une chaise, boum, il y a un pied qui se casse. La chaise se retrouve sur 3 pieds, elle n'est pas utilisable. Sachez qu'une chaise, un fauteuil, hein, dont un pied se casse, donc n'est plus utilisable, et mouxé. On ne peut pas le déplacer. Seule chose qu'on puisse faire, c'est avec le gouffre, le déplacer, le mettre dans un coin, pour ne pas trébucher dessus. Mais c'est du mouxé. Si, alors écoutez bien la nuance, si maintenant, ce Shever Keli, ce Keli cassé, il est encore utilisable, alors on va faire la distinction entre deux cas. Il est encore utilisable et il y a un derrière. Je ne vais pas dire c'est le derrière, je veux dire il y a un derrière d'être utilisé en l'état comme ça. Puisqu'il y a un derrière d'utiliser comme ça et qu'il est encore en potentiel utilisable, un deuxième mishtamshou, deuxième shimouch, il n'est pas mouxé. Par contre, s'il est certes utilisable pour une nouvelle utilisation, mais que les gens n'ont pas l'habitude de faire, alors il est mouxé. Je vais prendre un cas. Il y a un fauteuil à 4 pieds, il y en a un qui se casse, il tombe, il est comme ça, il est maintenant en diagonale, on peut l'utiliser. Maintenant, une personne dit, c'est pas grave, je vais le coller contre le mur, je vais m'adosser dessus. Niré Pachout, il semblerait que ce n'est pas le derrière d'utiliser un fauteuil comme ça qui aurait plus de 3 pieds ou 2 pieds, le coller au mur et de s'adosser dessus parce qu'il est confortable. Ce n'est pas le derrière. Donc, malgré le fait qu'il y a une possibilité d'utiliser, il reste mouxé. Si maintenant c'est un kéli que quand il se casse comme ça, il y a un derrière de l'utiliser. On peut imaginer comme ça certaines chaises
qui peuvent tenir aisément sur 3 pieds. Hein, les pieds n'ont pas vraiment des 4 côtés. Hein, sont de telle manière qu'on peut utiliser et que les gens continuent à utiliser même quand il y en a un qui se casse. Ça peut arriver ça dans les tables. Il y a certaines tables comme ça. Une table qui a quand même, qui on va dire 6 pieds, hein, elles sont un peu grandes avec une rallonge dans 6 pieds. Il y en a un qui tombe, donc elle est bancale, elle n'est pas agréable. Mais elle est encore utilisable bedochak. Alors là, elle ne devient pas mouxée. Pourquoi? Parce que non seulement elle est encore utilisable, et deuxièmement, c'est aussi le derrière d'utiliser cette table en état comme ça, un petit peu branlante. Oui, c'est ça, c'était vraiment des finesses, hein, c'est Mascano, des conclusions de Sougiot très délicates dans Masechet Shabbat. Toutes ces différences entre utilisable, pas utilisable, c'est déjà d'utiliser, pas d'utiliser. Donc, au moins, ça vous suggère que si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à demander, parce que très souvent, on demande à un kéli qui se casse et je peux encore l'utiliser, pas l'utiliser, on ne sait pas trop dans quelle catégorie le mettre. Et là, je vais ouvrir une halakha qui a fait couler beaucoup d'encre quand ils sont sortis, c'est le din des kelim khat pa'ami, l'ustensile jetable. Je pense que vous vous souvenez, j'en ai parlé la semaine dernière, même un peu la semaine d'avant, de ce qu'on appelle tiltou minatzad, des horaires d'avar moutar. Quand vous avez un os qui est des coquilles d'œufs mouxées, complètement mouxées, et vous les ramenez à la cuisine, vous prenez la précaution de le mettre sur une assiette. Et comme l'assiette, de toute façon, on va la ramener à la cuisine, donc c'est tiltoul moutar minatzad. C'est tiltoul de l'assiette. L'assiette, j'ai parfaitement le droit de. C'est un kéli chez le marteau et terre, j'ai le droit de le mettre à la cuisine. Maintenant, agave, en passant, minatzad, ce qu'on appelle minatzad, je déplace aussi la coquille d'œuf. On a dit c'est moutar. Est-ce que c'est le même deal si l'assiette en question, c'est une assiette plastique qu'on va mettre à la poubelle? Vous voyez? Est-ce qu'on peut dire chez Tzitoul minatzad, effectivement, la coquille d'œuf, c'est Tzitoul minatzad sur l'assiette jetable, mais les tzorer d'avar moutar, c'est pas tout à fait vrai que c'est les tzorer d'avar moutar. Quand j'amène une assiette classique, de toute façon, je devais l'amener avec lui pour la laver, pour après, etc. Je vais la réutiliser. Mais là, c'est un kéli que de toute façon, je ne vais plus réutiliser. Elle-même, fait partie de la poubelle en quelque sorte. Est-ce qu'elle a cette faculté de dire que comme je déplace la coquille d'œuf sur cette assiette, je peux quand même le faire, ou bien non, parce que cette assiette, elle va passer à la poubelle aussi. Donc, tout est mouxé finalement. Sachez que c'est une grosse discussion dans les poskim. J'ai eu l'occasion, au Hachem, quelques années d'écrire un long article là-dessus. Et il ressort de tout cela que si l'assiette est certes sale, elle est sale, mais elle est encore réutilisable. Ça veut dire que l'assiette est complètement coupée, écrasée, comme ça arrive avec les assiettes en plastique. Mais qu'en cas de besoin, vous pourriez la ramener à la cuisine, jeter les saletés dans la poubelle et puis la rincer, la réutiliser. C'est tout vert, en général dans les verres. Très souvent, les verres, on les met à la poubelle. Bon, mais quand on a envie de réutiliser, vous passez le verre sous le robinet, on rince et on réutilise le verre. Très souvent, les enfants, ils boivent un petit peu d'eau et ça y est, on jette le verre, mais il est propre le verre. Donc, même que dans notre tête, il est pour la poubelle parce qu'on l'a utilisé une fois, mais il a encore en lui un chimouche possible. Et c'est la majorité des cas, sauf si maintenant l'assiette ou le verre était complètement écrasé, alors il ne sert plus à rien, même si vous les faites, souvent il est fendu, on ne peut plus l'utiliser. Mais si, en potentiel, cette assiette Khat Pa'ami, elle pourrait être utilisée, même potentiellement, même que dans les faits, on ne le réutilise pas, on prend du neuf, parce que ça ne coûte pas grand-chose, mais dans les faits, on peut utiliser, alors ce n'est pas mouxé. Donc ça veut dire, je persiste donc à vous redire la halakha qu'on a vue, qu'on a le droit de ramener tout le mouxé dans les assiettes, même que ce sont des assiettes qui finalement vont finir à la poubelle. Très intéressant comme halakha. Vous voyez, donc elles vont finir à la poubelle et malgré tout,
c'est moutard de ramener toutes les. Et de verser tout à la poubelle, de jeter tout à la poubelle. Alors, retenez ça la cette serre. Hein. Souvent, les gens demandent, mais de toute façon, l'assiette, c'est de la soie maintenant, c'est des saletés, tout pas à la poubelle. Quand même, on peut la ramener à la cuisine et la jeter parce que Efchar, les Ishtamesh Od. En théorie, on peut la réutiliser. Je vais conclure avec une halakha et puis voilà, on va se quitter sur Mouktsé. Je pense qu'on va passer à d'autres sujets. Je vais réfléchir lesquels. En passant, s'il y a des sujets qui vous intéressent, hein, dites-le à Gérard, il pourra me le communiquer. S'il y a des leçons que vous avez envie d'entendre, la malo, quoi. Proposez-moi vous-même. On a déjà bossé beaucoup de choses. On a fait l'Ihoud, on a fait Patakoum, on a fait beaucoup d'alachot. Mais si vous voulez qu'on change un peu de sujet, avec plaisir. Proposez-moi des sujets si vous voulez. Alors, je finis donc avec. Peut-être une question, c'est possible. Allez-y, oui, bien sûr. À propos des assiettes, mis à part le fait que ça peut avoir un autre usage, c'était quoi le problème qu'on ne peut pas débarrasser les assiettes? Ils sont. Le problème est le suivant. C'est que nous avions dit la semaine dernière qu'on peut débarrasser la table quand le mouxé, les coquilles d'œufs, coquilles de noix, les gros os à moelle, ils sont vraiment, il ne faut pas donner à un chien, donc ils sont vraiment mouxés. Vous pouvez le débarrasser en le laissant sur une assiette. Ça, c'est un digne qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Le titre, c'est Tiltou Minatzad. C'est un tiltou du mouxé, un déplacement du mouxé, à savoir les os et les coquilles. Les tzorer d'abaramoutar, pour les besoins de la chose qui est permis de ramener parce qu'il est moutard. C'est un kéli que j'ai le droit de ramener. Sur un plateau, sur une assiette en porcelaine. Donc, de toute façon, l'assiette qui est la coquille ou pas, de toute façon, vous allez la ramener à la cuisine. Oui. Donc, vous n'êtes pas en train de ramener l'assiette par ruse pour ramener les coquilles d'œufs. Vous le ramenez parce qu'il faut le ramener. Même s'il n'y avait pas de coquilles d'œufs, vous aurez ramené l'assiette sale à la cuisine. On débarrasse la table, oui. Bah oui. Alors donc, c'est moutard de ramener la saleté. Maintenant, si cette assiette-là, de toute façon, elle va passer à la poubelle. Donc elle-même, elle n'a plus d'usage. Elle est mouxée elle-même, en quelque sorte. J'ai fini d'utiliser, c'est fini. Et quand on débarrasse. Et maintenant, il sert à rien, il va passer à la poubelle. D'accord. Donc, une svara de dire qu'elle-même est mouxée et Kalvachomer, je ne peux pas la ramener à la cuisine avec des cookies top dessus. Puisque ça ne sert plus à rien maintenant, ce verre-là, ou cette assiette-là. J'ai compris. Alors là, j'ai répondu que non. Après étude profonde dans la SIGA, il ressort que même que mon intention, c'est de la mettre à la poubelle maintenant, je n'ai pas mis encore à la poubelle. Hein. Je ne parle pas de ça si j'ai déjà mis à la poubelle. Je n'ai pas encore mis à la poubelle. Mais comme, avant de la mettre à la poubelle, j'ai une possibilité de la réutiliser, elle garde son chêne de Kelly encore. Très bien, très bien. Et est-ce que lorsque on débarrasse, parce qu'il faut débarrasser une table pour qu'elle soit propre, lorsqu'on les amène à la cuisine, on évacue le gros à la poubelle. Mais est-ce qu'il faut faire attention à ne pas les trier, c'est-à-dire on les pose dans l'évier pour les rincer parce qu'on a besoin de la place, voire de les réutiliser? Est-ce qu'on a le droit de les empiler d'une façon organisée, les assiettes, pour pas qu'elles prennent trop de volume dans l'évier? Oui, en fait, si vous faites ça juste pour, comme vous dites, pour gagner de la place et tout, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, si vous les mettez avec les couteaux dessus, ça va prendre beaucoup plus de volume, effectivement. Donc, vous pouvez enlever tout ce qui est par-dessus, ça, vous pouvez le faire. Dans la mesure où vous le faites pour gagner de la place, ça s'appelle un tri, en fait, miad, pour une utilisation immédiate, à savoir pouvoir les ranger. D'accord, très bien. Je veux bien que vous nous éclairiez sur ce principe de quelle est la différence quand on dit patour ou aval assour. C'est quoi en fait la notion de mouxé? Est-ce que c'est midoraïta ou que de midera banane? Est-ce que c'est chava? Est-ce qu'on dit que c'est chayav ou est-ce qu'on dit que c'est assour, le mouxé? Alors, bon, là, j'en ai parlé au premier jour sur mouxé, je vous le rappelle. Tout le concept de mouxé, tout, c'est le type même, c'est le modèle même du Issour des Rabbanan. Il n'y a aucun Issour Torah. Déplacer de l'argent, déplacer un paquet de riz, déplacer un tournevis, déplacer tout ce que vous voulez, bouger un objet, jamais la Torah a interdit de déplacer un objet. Elle a donné 39 melachot qui sont
constructive. Je construis quelque chose, je bâtis quelque chose, je peins, je fais la shrita, nanana, je dépêche, je tanne les pots. Mais déplacer un objet, même si c'est un objet vraiment éminemment fait pour faire des melachot, il n'y a pas de Issur Minatora. Donc, c'est le terme qui est en général usité dans la Gemara, s'appelle si je déplace, je ne suis pas tour. Je ne suis pas tour de quoi? Je ne suis pas tour d'apporter un korban, parce que ce n'est pas un Issur Torah. Pas tour. Aval Assour, c'est quand même interdit Midarabanan. C'est ça. Oui. Ah, d'accord. Patour aval assour. D'accord. Voilà. Assour Midarabanan. Le mot patour aval assour, c'est-à-dire patour du korban. Donc, Minatora, il n'a pas fait du Issur. Aval assour Midarabanan. Voilà. D'accord. Ok, merci. Merci. Oui, une question. Je reviens sur les ustensiles jetables. Si on a mangé dedans et puis qu'il n'est plus du tout utilisable, est-ce qu'on peut le déplacer pour le jeter à la poubelle on considère qu'il n'est plus du tout utilisable? Répétez le début de la question. Je parle des ustensiles jetables. Oui. Si une fois qu'on les a utilisés, maintenant on considère qu'ils ne sont plus utilisables, un verre ou une assiette, est-ce qu'on peut les déplacer pour les jeter? Alors, je veux vous reprendre vos mots. Oui. Vous avez dit on considère que. Pour répondre à la question, je vais faire la distinction suivante. Ce n'est pas ce que je considère qui est important, c'est si en potentiel ils sont réutilisables. Si moi j'ai décidé de les mettre à la poubelle, par exemple, pour moi, je ne veux pas l'utiliser, malgré tout j'ai le éther, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai la permission. Pourquoi? Comme je vous ai dit dans la Souga, il faut la démontrer dans la Souga, dans le Masrat Shabbat. Pourquoi? Parce que cette assiette, même que moi j'ai décidé de la mettre à la poubelle, il est tout à fait possible une personne qui est moins pointilleuse et tout, et qui aurait besoin comme ça d'assiettes parce qu'il n'y en a plus, ben elle va les passer sous le robinet et puis ils sont encore utilisables. Vous voyez? Ce n'est pas ma décision qui compte, c'est la possibilité théorique de pouvoir les réutiliser. Par contre, s'il n'y a plus de possibilités, par exemple, le cas classique, c'est que vous avez pris un verre, vous l'avez froissé comme ça à une assiette, elle est utilisable à 99%, je n'ai pas fait de statistiques, mais je suppose, 99%, si vous le réouvrez, vous arrivez à le réouvrir le verre, il est fendu, il n'est plus rien, il ne sert plus à rien. Auquel cas, il est effectivement moussé, il ne sert plus à rien. C'est ça la distinction. On ne peut pas l'enlever de la table. Voilà. Donc, il faut, on revient, donc, marche arrière, on revient au problème général. Qu'est-ce que je fais sur une table où il y a des coquilles d'œufs, des écorces de noix, il y a le gros samouraï qui est sur la table, qui n'est pas sur l'assiette. Donc, on revient au cas précédent. Et comme j'ai dit, ou bien vous l'enlevez avec le coude, alors amusez-vous, hein, avec un chinouille, ou alors, le deuxième éther le plus fréquent, c'est ce que j'ai appelé, si vous vous rappelez, Gerav Shelrei. J'avais expliqué la dernière fois que lorsque la table est dégoûtante, comme en général dans les bonnes familles nombreuses, Baruch Shem, Ken Irbo, on ne peut pas garder une table propre, les enfants renversent, etc. Donc, et puis, quand ils mangent quelque chose qui ne leur plaît pas, ils ne le remettent pas dans l'assiette, ils le mettent sur la table. Alors, la table prend indigne de quelque chose qui n'est pas propre. Et les Chachamim nous donnent un éther que quand on a un objet pas propre, comme le Gerav Shelrei, ça veut dire c'est le pot de chambre que les gens avaient à l'époque dans leur chambre, qui était mouxé parce qu'il y avait des saletés dedans, hein, il y avait de la tsoa, etc., mais qu'on a le droit de déplacer Michoum Kavod Abriot. Donc là, on revient donc au éther général, qui va dépendre des familles. Hein, dans des familles où il y a deux personnes qui sont macquides un petit peu, qui font un peu attention, on ne pourra pas déplacer ça, ça reste sur la table. Maintenant, dans les grandes familles où de toute façon la table, c'est comme une table de Fabringen, vous savez très bien, une table de Fabringen, bon, c'est impraticable. Quand le Fabringen est fini, alors dans ce cas-là, on a le droit de tout ramasser. D'accord. OK, merci. Voilà, je conclue. Je voulais finir cette halakha donc sur les médicaments. Bon, que personne d'entre nous n'ait besoin de médicaments, mais bon, malgré tout, ça arrive. Alors, les médicaments courants, du genre Doliprane, etc., que tout le monde utilise à tout bout de champ, en cas de besoin, ils ne sont pas mouxés du tout. Par contre, il y a certains médicaments qui sont très spécialisés, très pointus, qui sont utilisés que pour ça, j'imagine, les médicaments pour cardiaque, un non cardiaque, je vais m'en prendre, c'est évident. Des médicaments vraiment qu'on dit qu'il n'y a qu'une personne qui a cette maladie qui l'aura. Dans ce cas-là, le médicament est mouxé
Sauf si dans cette maison, il y a le fameux malade qui en a besoin. Alors, s'il y a une personne qui en a besoin, il devient non mouxé pour tout le monde. N'importe qui peut le lui amener, ce n'est pas qu'il est mouxé pour le malade, qu'il ne serait pas mouxé pour le malade, il n'est pas mouxé pour personne. Dans la mesure où il est utilisable, il est rare et non utilisable en général, par la moyenne des gens, mais en l'occurrence, elle est dans cette maison, on a pris une ordonnance et on a ce médicament pour ce malade, donc il n'est pas mouxé. Mais s'il en reste, imaginons, le malade maintenant l'a guéri, et il en reste de ce médicament, on ne pourra plus le déplacer. Voilà, je voulais conclure, et on va conclure avec une halakha je l'ai dit plusieurs fois, mais j'aime bien la répéter. Hein, messieurs, n'oubliez jamais d'offrir des fleurs à vos épouses le vendredi, et sachez que quand vous mettez des fleurs dans un vase, même dans l'eau, le vase n'est pas mouxé. Vous pouvez le déplacer, le mettre sur la table, enlever de la table, quand vous avez plus d'invités. Donc, pourquoi? Parce que Shimusho Lenoi, son utilisation, c'est décoratif. Ce n'est pas faire une mlacha. Décorer, ce n'est pas une mlacha. Donc, un vase de fleurs, il est décoratif, il est pas mouxé. On espère, Bezat Hashem, que ce mois de Shvat, avec le Shvat, il sera embaumé de fleurs, hein, Bezat Hashem. Hein, qu'on se retrouve à Yerushalayim reconstruite. Hein, s'il faut passer par le Cévennes, on passera par le Cévennes. Al-Kol Panim, qu'on se retrouve avec Mashiach très bientôt. Amen, amen. 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 Excusez-moi. C'est possible une petite question là, de cache-route en fait, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez dit. C'est voilà, j'ai une cocotte minute, une cocotte où on cuit sous pression. Elle est halavi. Et je voudrais donc, si un jour je fais que du parvé dans cette, si je fais des légumes, voilà, ça sera la vie. Est-ce que j'ai le droit de servir ces légumes dans des assiettes bassari? Alors, ça touche ce qu'on appelle la soulia de Nat Barnat. Si vous parlez que de mettre dans la vaisselle, oui. La vaisselle, je dis bien. C'est-à-dire, ce n'est pas une cocotte halavi que vous allez manger avec de la viande. Vous allez mettre dans la vaisselle de viande. Oui, ça, c'est permis. C'est permis d'après toutes les chitotes. D'accord. Donc, si vous avez fait un légume parvé, vous avez fait des petits pois parvés dans la vaisselle de lait, vous pouvez le manger dans la vaisselle de viande, mais sans viande. Si vous le mangez avec la viande, alors là, on rentre, c'est marloquette, ça dépend si c'est beignomo ou pas beignomo. Ça va? Vous voulez savoir? Autre question, c'est bon? Ok, oui, bon, merci. Merci, Rav. Merci. Je vous en prie. Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci, et bonsoir. à bientôt, Merci beaucoup. Allez, continue.